Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Je circule hors agglomération, la signalisation indique un passage à niveau. Avec barrière, oui réponse A, non réponse B, à 150 mètres. Oui réponse C, non réponse D. Alors, ici, on a une triple signalisation. Alors, tout d'abord, le panneau triangulaire. Donc, ce panneau indique la présence d'un passage à niveau avec barrière. À ne pas confondre avec son pendant, qui est ce panneau, et qui indique un passage à niveau sans barrière ni demi-barrière. Juste en dessous de ce panneau, on a un panonceau. Et comme d'habitude, le panonceau vient préciser le panneau qui est au-dessus. Et donc le panonceau, il nous dit quoi? Il nous dit que ce passage à niveau sera accompagné d'un feu clignotant. Également, en dessous, on a ce qu'on appelle des balises. Alors, ces balises vont te donner la distance à laquelle se trouve ce passage à niveau. Alors, lorsque cette balise a 3 bandes rouges, alors cela veut dire que le passage à niveau se trouve à 150 mètres. Lorsque cette balise a 2 bandes rouges, ça veut dire que le passage à niveau se trouve à 100 mètres. Et lorsque la balise a qu'une seule bande rouge, c'est que le passage à niveau se trouvera à 50 mètres. Donc ici, la signalisation indique un passage à niveau avec barrière, la bonne réponse est la réponse A. À 150 mètres, la bonne réponse est la réponse C. Question numéro 2. La signalisation indique une succession de virages dangereux dont le premier est à gauche. Oui réponse A, non réponse B. Que j'ai la priorité à la prochaine intersection. Oui réponse C, non réponse D. Alors ici, question super intéressante. Alors déjà, on a ce panneau. Que veut dire ce panneau? C'est un panneau de danger qui nous avertit d'une succession de virages dangereux dont le premier est à gauche, comme le montre le petit dessin. Alors, il y a le pendant de ce panneau qui indique une succession de virages dangereux dont le premier est à droite, comme le montre le petit dessin. Vous voyez, le virage commence à droite. Ensuite, la signalisation indique que j'ai la priorité à la prochaine intersection. Oui, ce panneau est un panneau de priorité qui indique que j'ai la priorité à la prochaine intersection. Au-delà de ça, regardez bien, les panneaux, il y a un panneau au-dessus de l'autre. Donc le panneau de virage dangereux est au-dessus du panneau de priorité d'intersection. Et ça a une signification. C'est pas là par hasard. Je sais que beaucoup d'entre vous, là, se posent des questions, se disent, mais qu'est-ce qu'il raconte? En fait, il y a des ordres de préséance. C'est-à-dire que lorsqu'un panneau est au-dessus de l'autre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le panneau du bas concerne le panneau du haut. Ce qu'on appelle un ordre de préséance. Et là, qu'est-ce que ça veut dire exactement dans cette situation? Ça veut dire que vous serez prioritaire à la prochaine intersection qui se trouvera dans la zone de virage dangereux. C'est ça que ça veut dire.
Pour en revenir à la question, la signalisation indique une succession de virages dangereux dont le premier est à gauche, la bonne réponse, et la réponse A, que j'ai la priorité à la prochaine intersection, la bonne réponse, et la réponse C. Question numéro 3. Cet outil permet le remorquage d'un véhicule. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, cet outil, tu peux soit le fixer à l'avant ou à l'arrière du véhicule, comme tu le vois sur la vidéo. Alors, il permet tout simplement soit de remorquer un véhicule si tu le places à l'arrière, soit de se faire soi-même remorquer par un autre véhicule si tu le places à l'avant. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 4. Dans cette situation, je cède le passage au tramway. Oui, réponse A, non, réponse B. Je passe juste après son passage, peu importe la signalisation. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors ici on arrive sur une intersection, à une traversée de tramway, comme l'indique le panneau d'indication. Et on a un feu qui clignote au rouge. Donc le feu qui clignote au rouge signifie un arrêt absolu. Donc ici, le tramway a donc la priorité. Est-ce que je passe juste après son passage, peu importe la signalisation? Non. On attend que le feu passe au vert, enfin qu'il arrête de clignoter au rouge plutôt. Lorsqu'il arrête de clignoter, alors là tu peux passer. Pourquoi? En général, si un tramway passe dans un sens, ça veut dire que il y a une grande probabilité qu'il y ait un autre tramway qui passe dans l'autre sens. Donc, on reste à l'arrêt jusqu'à ce que la signalisation arrête de clignoter. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et D. Question numéro 5. La distance de sécurité est la distance minimale réglementaire entre deux véhicules. Oui, réponse A, non, réponse B. À 80 km/h, elle est de réponse C, 48 mètres, réponse D, 24 mètres. La distance de sécurité, c'est bien la distance minimale réglementaire entre deux véhicules. Elle correspond à la distance parcourue pendant 2 secondes. À 80 km/h, cette distance est de 48 mètres. Alors comment on la calcule? C'est très simple. On prend le chiffre des dizaines, ici le 8, on la multiplie par 3, donc 3 fois 8, 24, et on la remultiplie par 2. Donc 24 fois 2, 48. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Si vous avez du mal avec le calcul de la distance de sécurité, je vous conseille vivement d'aller dans la formation. Question numéro 6. Le véhicule est bien garé. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, il
ici, on est sur une question qui parle des stationnements infractionnels. C'est un thème qu'on voit vraiment régulièrement, que ce soit sur les vidéos YouTube et même dans la formation. Donc, comme vous le savez, il y a plusieurs types de stationnements infractionnels. Stationnement abusif, stationnement gênant, très gênant, dangereux. Alors, ici, on est sur un stationnement qu'on dit très gênant. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous n'avez pas le droit de vous garer sur un trottoir. Au-delà de ça, il faut aussi savoir que vous n'avez pas le droit de vous garer à moins de 5 mètres en amont d'un passage piéton dans votre sens de circulation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Regardez la petite image. Si vous vous garez 5 mètres avant un passage piéton dans votre sens de circulation, alors c'est une infraction. C'est ce qu'on appelle un stationnement très gênant. Et donc, c'est une amende donc, de 135 € sans retrait de points. Comme d'habitude, vous risquez aussi une immobilisation, c'est-à-dire une mise en fourrière du véhicule si vous ne pouvez pas déplacer votre véhicule lorsque un agent de police constate l'infraction. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 7. Stationner à cet emplacement constitue un stationnement. Réponse A, dangereux. Réponse B, abusif. J'encours une amende. Réponse C, oui. Réponse D, non. Alors, il faut que tu saches qu'il y a différents types de stationnement interdits. Alors, tu as tout d'abord les stationnements dits abusifs. Ensuite, tu as les stationnements gênants. Ensuite, les stationnements très gênants. Et enfin, les stationnements dangereux. Alors, il faut que tu saches que se garer devant un passage à niveau constitue un stationnement dangereux. C'est le stationnement le plus grave que tu peux commettre. Alors, ce stationnement est puni par une amende de 135 €, un retrait de 3 points sur ton permis de conduire, mais également, si tu ne retires pas ton véhicule à temps, une mise en fourrière de ton véhicule. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 8. Je dois dégivrer les vitres de mon véhicule avant de prendre la route. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, je sais que certains d'entre vous vont dire « Mais attends, mais cette question, c'est une question bête. » Alors, pas tant que ça. Et je vais vous dire pourquoi, parce qu'il y a des articles de loi, en fait. Alors, il faut savoir que le pare-brise est un élément de sécurité, d'accord ? Ce pare-brise doit être propre tout le temps. Il doit être visible, en fait. Tout le temps. Sachez que vous risquez une contravention de 3e classe et une amende de 68 € si votre pare-brise est sale ou non visible. Donc, ça peut paraître évident, mais plusieurs personnes, par exemple, vont juste dégivrer le pare-brise, juste dégivrer la fenêtre, ou une partie, ou alors vous roulez avec des pare-brises sales. Et bien ça, c'est une contravention. Donc oui, je dois dégivrer les vitres de mon véhicule avant de prendre la route. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 9.
Ne pas s'arrêter au signe d'arrêt d'un agent de police, c'est faire réponse A, un délit de fuite, réponse B, un refus d'obtempérer. Cette infraction constitue réponse C, un délit, réponse D, une contravention. Alors, c'est quoi la différence entre un délit de fuite et un refus d'obtempérer? Un délit de fuite, c'est lorsque vous faites un accident, qu'il soit un accident avec dommages corporels ou non, et que vous ne vous arrêtez pas pour établir un constat. Le refus d'obtempérer, quant à lui, c'est lorsque vous refusez de vous arrêter face aux sommations d'arrêt d'un agent de police. Alors, cette infraction, elle constitue un délit. Donc, délit qui est puni par 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 10. De jour, les motos sont dans l'obligation de rouler avec les feux. Réponse A, de croisement. Réponse B, de route. Réponse C, de position. Alors, les 2 roues motorisées sont dans l'obligation de rouler avec les feux de croisement de jour afin d'être mieux vus par les automobilistes. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 11. En agglomération, hors danger immédiat, je peux klaxonner. Oui, réponse A, non, réponse B. Si je klaxonne, j'encours une amende. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors ici, il y aura 2 cas qui vont se différencier. Prenons d'abord le cas de l'agglomération. En agglomération, il est strictement interdit de klaxonner, sauf danger immédiat. Donc c'est une contravention de 2e classe qui est sanctionnée par une amende de 35 €. Hors agglomération, il est autorisé de klaxonner à condition également, à condition que cela soit nécessaire. Par exemple, lors d'un virage avec très peu de visibilité pour avertir de votre présence. Donc, ici, en agglomération, hors danger immédiat, est-ce que je peux klaxonner? Non. Si je klaxonne, j'encours une amende? Oui. Les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 12. Avant de quitter le véhicule, je dois vérifier. Réponse A, le rétroviseur extérieur. Réponse B, l'angle mort. Réponse C, le rétroviseur extérieur uniquement. Alors, avant de quitter ton véhicule, tu dois tout d'abord vérifier ton rétroviseur intérieur pour savoir si une personne qui est garée derrière toi souhaite également quitter son stationnement. Ensuite, tu dois vérifier ton rétroviseur extérieur. Et enfin, tu dois vérifier l'angle mort. À savoir également qu'une ouverture intempestive de portière
est puni par une contravention de première classe et tu seras responsable en cas de dommages matériels et corporels. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et B. Question numéro 13. Hors agglomération, je souhaite dépasser ce cycliste. Je dois laisser un intervalle de sécurité de réponse A 0,5 m, réponse B 1,5 m, réponse C 2 mètres. Alors, ici, la question précise qu'on est hors agglomération. Donc, hors agglomération, pour dépasser ce cycliste, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1,50 m. La bonne réponse ici est la réponse B. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 14. Je conduis un véhicule automatique. Pour quitter le véhicule, je place le sélectionneur sur réponse A, S, réponse B, D, réponse C, P, réponse D, N. Quand tu conduis une automatique, le boîtier de vitesse est différent. Donc, on a un boîtier de vitesse qui ressemble à ça. Donc, la lettre S, ça c'est pour la boîte séquentielle. La lettre D, c'est pour drive, c'est lorsque tu conduis. La lettre N, c'est pour neutral, ça c'est le point mort. La lettre R, c'est pour reverse, ça c'est la marche arrière. Et enfin, la lettre P, c'est pour le stationnement. Donc ici, si je quitte mon véhicule, c'est que le véhicule est stationné. Je mets le sélectionnaire sur la lettre P. La bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 15. Je roule à 80 km/h. Ma distance d'arrêt est de réponse A, 48 mètres. Réponse B, 64 mètres. Réponse C, 96 mètres. Réponse D, 24 mètres. Alors ici, vous avez vraiment en général du mal avec ces questions-là. Donc on va voir ça avec précision pour plus que vous refassiez les mêmes erreurs. Il faut que tu saches une chose. Il y a 2 distances d'arrêt à connaître, c'est-à-dire à savoir calculer. Il y a la distance d'arrêt sur sol sec et la distance d'arrêt sur sol mouillé. Et nous, quand tu regardes bien notre cas ici sur la photo, on est sur sol mouillé. Alors,
Je vais vous montrer comment faire pour calculer ces distances. Au début, ça commence de la même manière. Donc à gauche, je vais mettre la distance d'arrêt sur sol sec. À droite, la distance d'arrêt sur sol mouillé. Alors, déjà, la distance d'arrêt sur sol sec. Comment on fait ? On prend notre vitesse, ici 80 km/h. On prend le chiffre des dizaines, ici de 8, et on le multiplie par lui-même. Ce qui nous donne 64 mètres. Alors ça, c'est la distance d'arrêt sur sol sec. Sur sol mouillé, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut rajouter la moitié de la distance d'arrêt sur sol sec. C'est-à-dire, ici on a 64 mètres qui est la distance d'arrêt sur sol sec. La moitié de 64, c'est 32. Donc, on rajoute 32 à 64. Donc 64 plus 32, ça fait 96 mètres. La distance d'arrêt ici est de 96 mètres parce qu'on est sur sol mouillé. La bonne réponse est la réponse C. Question numéro 16. Les deux passagers sont correctement installés. Oui, réponse A, non, réponse B. Ici, bien sûr qu'ils sont très mal installés. Un passager l'un sur l'autre, c'est totalement interdit. C'est un siège par personne, une ceinture par personne. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 17. Je suis sur une intersection sans signalisation. J'ai la priorité sur le véhicule à ma droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ici, vu qu'on s'engage sur une intersection sans signalisation, alors la règle qui prime, c'est la règle de la priorité à droite. Donc, c'est le véhicule à ma droite qui a la priorité. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 18. Je souhaite stationner à droite. Je me gare alors en créneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je serre mon véhicule le long du trottoir avant ma manœuvre. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, il faut que tu saches qu'il existe 3 types de stationnement. Le stationnement en créneau, le stationnement en bataille et le stationnement en épi. Alors, concernant le stationnement en créneau, c'est lorsque les voitures se garent l'une derrière l'autre, en général, sur le bord de la route. Ensuite, pour le stationnement en bataille, c'est un stationnement qui se fait perpendiculairement à la route. Ensuite, vous avez les stationnements en épi. Alors, il existe 2 types de stationnement en épi. Le stationnement par l'avant et le stationnement en épi en marche arrière. Tout dépendra du sens de circulation et de l'inclinaison du stationnement en épi. Alors ici, comme vous pouvez le voir sur l'animation, si je stationne à droite, alors je vais stationner en épi et non en créneau. Et vu l'inclinaison des stationnements, ce sera un stationnement en épi, en marche avant. Deuxième sous-question, je serre mon véhicule le long du trottoir avant ma manœuvre. Eh bien non. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous voyez qu'on a des lignes épaisses dites discontinues qui viennent matérialiser une voie réservée. En l'occurrence ici, c'est sûrement une voie réservée au vélo vu la largeur de la voie. Donc, surtout, je ne serre pas mon véhicule au niveau du trottoir parce qu'on a
on a une voie réservée et donc ce n'est pas notre voie. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on sert au maximum sur notre voie de circulation et on initie la manœuvre en marche avant. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et D. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 19. Je roule à 80 km/h. Ma distance de sécurité est bonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, avant de répondre à la question, il faut savoir que les nouveaux examens, donc issus de la nouvelle réforme, prennent toujours en compte au moins une question sur les distances. Distance de sécurité, distance d'arrêt, distance de freinage, distance durant le temps de réaction. Donc il faut que vous sachiez absolument calculer ces distances. Donc pour ça, vous pouvez aller dans la formation, mais en tout cas, vous allez toujours avoir, sur la série de 40 questions, un calcul de distance. Alors, pour revenir à notre question, on va se baser sur les lignes de rive. Donc, vous savez que les lignes de rive, les tréplins font 3 mètres, les intervalles 3 mètres 50. Donc la distance de sécurité, elle est au moins égale à la distance parcourue en 2 secondes. Bon, petit rappel quand même pour ceux qui ne le savent pas. Donc la vitesse est de 80 km/h. Le chiffre des dizaines, c'est 8. Donc, tout d'abord, on multiplie le chiffre des dizaines par 3. Donc 3 fois 8, qui donne 24. Puis ensuite, le résultat, donc 24, on le multiplie par 2, ce qui donne 48. Et ce qui nous donne donc une distance de sécurité de 48 mètres. Ici, au vu des intervalles de rive, enfin des lignes de rive plutôt, on voit qu'on est vraiment en dessous des 48 mètres. Là, on doit être... il y a 2 lignes blanches, une ligne, une intervalle. Donc on doit être à 3 mètres, 3 mètres, 3,5. On n'est même pas à 10 mètres là. Voilà. On n'est même pas à la 10 mètres de la voiture qui nous devance. Donc on est vraiment très très loin de la distance de sécurité qui est de 48 mètres. Donc la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 20. Dans cette situation, je dois désactiver l'airbag passager. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si j'installe un siège enfant à l'avant du véhicule, dos à la route, je dois obligatoirement désactiver l'airbag. La bonne réponse, ici, est la réponse A. Question numéro 21. Entre le début d'un indice, ici le feu orange, et le début du freinage, il s'écoule. Réponse A, 1 seconde. Réponse B, 2 secondes. Réponse C, 3 secondes. Alors, cette question, elle est super importante car elle est très souvent posée lors des examens officiels du code de la route. Alors, tendez bien l'oreille parce que c'est important. Cette question, elle va introduire une notion très importante qui est celle du temps de réaction. Alors, déjà, c'est quoi le temps de réaction ? Le temps de réaction, c'est le temps
qu'il va me falloir entre le moment où je perçois avec mes yeux un danger, par exemple ici, le feu orange, et le moment où je vais agir, par exemple, ici, freiner. Ce temps de réaction est de 1 seconde pour une personne normale, c'est-à-dire dans des conditions normales. Qu'est-ce qui va se passer exactement durant ce temps de réaction ? Comme on l'a dit, tout d'abord, on va percevoir le danger. Ensuite, on va analyser le danger. Ensuite, on va prendre une décision. Et enfin, on va agir. Par exemple ici, freiner. C'est ce qu'on appelle le PADA. P-A-D-A. C'est un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. De plus, bon à savoir, durant ce temps de réaction, on va parcourir une certaine distance, qu'on appelle la distance parcourue pendant le temps de réaction. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 22. Je suis sur autoroute. Je peux dépasser ce camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, tu vois, sur autoroute, la vitesse maximale autorisée est de 130 km/h. Ou même en probatoire, on est à 110 km/h. Alors, il faut que tu saches que pour les poids lourds, donc pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h. Donc, au minimum, entre toi et le camion, dans cette situation, il y a 20 km/h de différence, ce qui est énorme. Donc, je suis sur la voie de gauche, je suis sur autoroute, je peux dépasser ce camion. La bonne réponse, ici, est la réponse A. Question numéro 23. Je peux charger mon véhicule électrique. Par temps de pluie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Par temps de neige. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, les prises qui ont été conçues par les constructeurs passent par un cahier des charges assez strict. Donc, les systèmes d'alimentation, notamment les prises, sont dotés de systèmes de protection. Donc, effectivement, il n'y aura aucun risque d'électrocution, par exemple. Donc, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 24. Pour un permis probatoire, le taux d'alcool maximal autorisé est de réponse A, 0,2 g par litre de sang, réponse B, 0,5 g par litre de sang. Alors là, c'est vraiment une question de cours. Je vous mets ici le document que vous retrouverez dans la formation. Pour un permis probatoire, le taux d'alcool maximal autorisé est de 0,2 g par litre de sang. À ne pas confondre avec le taux d'alcool maximal autorisé pour un permis non probatoire qui est lui de 0,5 g par litre de sang. La bonne réponse ici est la réponse A. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que
que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. Hein, c'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. Vous pouvez même choisir la formule « Mon code en 10 jours » et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code, simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 25. Je suis bien placé pour prendre la sortie de gauche au carrefour. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, quelle est la procédure pour tourner à la sortie de gauche dans un carrefour à sens giratoire? Tout d'abord, on se met sur la voie de gauche. Une fois arrivé au marquage au sol du céder le passage, je m'assure qu'il n'y a personne dans le sens giratoire, car je dois céder le passage au véhicule venant de gauche. Je m'engage dans le sens giratoire en prenant la voie de gauche du sens giratoire. Une fois arrivé à la portion qui clignote, je vais commencer à m'engager sur la voie de droite du sens giratoire. Avant ça, comme je change de voie, j'effectue mes contrôles. Rétroviseur droit, puis angle mort droit. S'il n'y a personne sur cette voie, je mets mon clignotant, je m'engage sur la voie de droite du sens giratoire. Une fois arrivé dans la rue dans laquelle je veux tourner, encore une fois, je dois effectuer deux contrôles. Tout d'abord, le contrôle à gauche, pour m'assurer que personne va venir me couper la trajectoire. Donc, rétro-gauche plus angle mort gauche. Ensuite, contrôle droit. Rétro-droit plus angle mort droit. Une fois que je me suis assuré qu'une personne ne vient à gauche ni à droite, je tourne dans la rue. Eh bien, comme vous le voyez ici, on est déjà placé à gauche, donc on est très bien placé pour prendre la sortie de gauche au carrefour. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 26. Dans ce contexte, j'allume mes feux de réponse A, route, réponse B, brouillard. La vitesse maximale autorisée est de réponse C, 50 km/h, réponse D, 100 km/h. Alors ici, donc on est sur une route à chaussée séparée et on a une présence de brouillard. Donc ici, on va pas allumer les feux de route. Ici, il faut allumer ces feux de brouillard. Concernant la vitesse maximale autorisée,
Normalement, sur une route à chaussée séparée, on est à une vitesse maximale autorisée de 100 km/h, comme le montre le document des vitesses maximales obligatoires. Cependant, ici, on a une visibilité qui est inférieure à 50 mètres. Donc ici, on va devoir rouler à 50 km/h maximum. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 27. Je circule sur une route à caractère prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, ce panneau, en fait, t'indique que tu as la priorité seulement à la prochaine intersection. À ne pas confondre avec ce panneau de priorité losange qui indique que tu es sur une route prioritaire. C'est-à-dire que tu as la priorité sur toutes les intersections sur cette route. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 28. Ce tableau de bord montre un véhicule. Réponse A, dont le réservoir est vide. Réponse B, équipé de l'ESP. Réponse C, équipé de l'ABS. Alors, déjà, première chose, on peut voir que le tableau de bord montre un véhicule dont le réservoir est plein, comme tu peux le voir. Quasiment plein, en tout cas. Le tableau de bord montre aussi que ce véhicule est équipé de l'ABS et qu'il est équipé de l'ESP. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 29. Le camion peut me voir facilement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, vous êtes typiquement dans l'angle mort du camion. Donc il est très peu probable qu'il puisse vous voir. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 30. Au feu rouge, je dois m'arrêter. A à la première ligne, B à la deuxième ligne. Alors, ici, on a affaire à ce qu'on appelle un sas vélo. Alors, un sas vélo, c'est quoi? C'est tout simplement un endroit sur la voie qui est réservé, là pour le coup, au vélo. Donc, effectivement, lorsqu'on arrive à ce sas, il faut s'arrêter à la première ligne pour ne pas empiéter sur le sas. Donc la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 31. La signalisation indique A. Un virage dangereux. B. Un obstacle dangereux. C. Une intersection. Alors, on a vu ça à plusieurs reprises
que ce soit dans les vidéos YouTube ou dans l'information. Donc ici, en fait, c'est une question assez simple. Si vous vous trompez à cette question, c'est que vous ne connaissez pas vos panneaux, vos balises. Donc ici, on a le petit poteau bleu avec des bandes blanches. Donc ça, c'est une balise qui indique un obstacle. Ensuite, un peu plus loin, on a une autre balise blanche avec une tranche rouge. Cette balise-là, elle indique une intersection. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 32. Les aires d'autoroute sont situées tous les... Réponse A, 20 km. Réponse B, 30 km. Réponse C, 40 km. Réponse D, 10 km. Alors, il faut savoir que les aires d'autoroute sont situées tous les 20 km. La bonne réponse ici est la réponse A. Je vous incite fortement à vous former, ça vous évitera beaucoup de problèmes. Par exemple, le fait de repayer pour repasser votre code pour à peine quelques points de raté. Donc, pour ça, je vous conseille vraiment de vous former. Alors, c'est bien de faire des exercices, c'est bien de faire des tests, des examens blancs, mais d'abord, il faut connaître son cours. Donc nous, on a mis en place une plateforme pédagogique pour tous les budgets et pour tous les besoins. Donc, vous avez donc la plus petite formule, qu'on appelle la formule basique, à 9,90 € par semaine. Celle-ci, elle est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui veulent une remise à niveau pendant une semaine. Ensuite, vous avez la formule standard qui, elle, est valable pendant 1 an en illimité. Elle est à 19,90 €. Elle est valable 1 an en illimité. Cette formule, elle est réservée plutôt aux personnes qui n'ont jamais passé le code. Donc, à l'intérieur de la formule, tu auras tous les cours pédagogiques par thème, tous les exercices d'entraînement par thème, 30 examens officiels avec plus de 1200 questions commentées et corrections détaillées, toutes les fiches pédagogiques. Tu auras aussi droit à un suivi personnalisé pour voir ta progression et une équipe qui sera là pour répondre à tes questions. Ça, c'est pour les personnes qui n'ont jamais passé le code. Ensuite, vous avez pour ceux qui veulent obtenir leur code rapidement, vous avez la formule Mon code en 10 jours qui vous permet de passer votre code en 10 jours. Alors, cette formule-là, elle est spécifique. Elle a des modules pédagogiques spécifiques, accélérés, des fiches mémotechniques, des cours condensés avec l'essentiel, des exercices pédagogiques d'entraînement et un calendrier d'apprentissage personnalisé. Bien sûr, tu auras le droit à tous les cours pédagogiques aussi, toutes les fiches pédagogiques, tous les examens officiels, les 1200 questions commentées et détaillées. Et tu auras aussi un suivi personnalisé. Donc cette formation, elle est aussi valable pendant 1 an en illimité. Et en plus, elle est remboursée à 100% si tu échoues ton code. Donc tu auras juste à envoyer la preuve de ton échec et tu seras automatiquement remboursé. Ensuite, on a une dernière formule. Ça, c'est plutôt pour les personnes qui viennent d'arriver en France et qui aimeraient avoir des informations sur le passage du code et le passage du permis. Par exemple, les différents types de permis qui existent. Le permis normal, le permis accompagné, le permis encadré, le permis supervisé. Et aussi, si tu veux savoir comment tu peux te faire financer ton permis de conduire. Tous les organismes de financement qui peuvent financer soit à 100%, soit de manière partielle, ton permis. Bon, ça c'est réservé aux personnes qui viennent d'arriver en France et qui veulent avoir leur code. Donc voilà, on a voulu que ce soit une plateforme pour que tout le monde puisse se former au code de la route. Donc il y en a pour tous les budgets et surtout, il y en a pour tous les besoins parce que chaque personne a des besoins différents. Donc je vous incite vraiment à aller dans la formation. Alors pour y aller, c'est très simple. Dans chaque vidéo, vous voyez, vous allez dans description et il y a un lien vraiment en début de description. Donc il y a
un lien, tu cliques dessus, hein, tu cliques sur le lien, oui, tu vois, il y a marqué plateforme de formation en ligne, tu cliques sur le lien, ce lien te ramène directement sur le site internet, et là, tu cliques sur la formule qui te correspond. Ensuite, il ne te reste plus qu'à souscrire à la formation, et tu auras accès directement donc, à ton espace élève, à toute la plateforme pédagogique. Question numéro 33. Par temps d'intempérie, je circule. Réponse A, en feu de position seule. Réponse B, en feu de croisement. Afin d'être vu par les autres automobilistes, en temps d'intempérie, je circule en feu de croisement. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 34. Nous sommes le 20 du mois. Je peux stationner après ce panneau du côté pair. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le changement de côté s'effectue. Réponse C. Entre 20h30 et 21h. Réponse D. Entre 20h30 et 21h30. Alors ici, on a affaire à un panneau de stationnement alterné semi-mensuel. On a réalisé une vidéo entière sur les panneaux de stationnement que vous trouverez, on va l'afficher en haut à droite. Alors, pour répondre à la question, ce panneau indique que vous êtes autorisé à stationner du côté impair du 1er au 15 et que vous êtes autorisé à stationner du côté pair du 16 à la fin du mois. Le changement de côté, lui, s'effectue entre 20h30 et 21h. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 35. Lors de cette descente, je mets le point mort pour économiser du carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors bien sûr, tu seras souvent tenté de te mettre en point mort lors des descentes pour pouvoir économiser du carburant. Surtout vu le prix du carburant aujourd'hui. Cependant, c'est 1 interdit et 2 dangereux. Parce que quand tu es au point mort, tu n'as plus aucun contrôle sur la voiture en termes de puissance. Donc ici, effectivement, lors d'une descente, je ne me mets pas au point mort. La bonne réponse ici est la réponse B. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 36. Dans cette situation, je peux circuler A en feu de route, B en feu de croisement, C en feu de position. Alors, ici, on est dans une agglomération éclairée de nuit. Donc, je peux rouler en feu de position et en feu de croisement. Les bonnes réponses sont les réponses B et C. Alors, pour tous ceux qui se sont trompés à cette question,
je suis désolé de vous le dire, c'est que vous connaissez pas votre cours. Voilà. C'est que vous n'avez pas vu le cours. Ce genre de questions tombe énormément durant les examens officiels. D'ailleurs, il n'est pas rare d'avoir 3, 4, 5 questions sur l'utilisation des feux. Question numéro 37. Ce panneau indique l'entrée d'un tunnel, oui réponse A, non réponse B. Une interdiction de faire demi-tour, oui réponse C, non réponse D. Alors, encore une chose qu'on a vue à plusieurs reprises, donc ce panneau, effectivement, indique l'entrée d'un tunnel. Bon, c'était plutôt facile, il y a un tunnel devant nous. Cependant, comme beaucoup d'autres panneaux, ce panneau sous-entend d'autres panneaux. Alors, quel autre panneau sous-entend ce panneau d'entrée de tunnel? Tout d'abord, l'obligation d'allumer ses feux, donc l'obligation des feux de croisement. Ensuite, l'interdiction de stationner et de s'arrêter dans le tunnel. Et enfin, l'interdiction de faire demi-tour. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 38. Lors d'un accident avec dommages corporels, j'informe les secours. Réponse A, de l'identité des blessés. Réponse B, du nombre de blessés. Réponse C, de leur état. Réponse D, de l'adresse de l'accident. Alors, lorsque vous alertez les secours, il va falloir faire ce qu'on appelle un pré-diagnostic. Alors, on ne vous demande pas d'être médecin, on vous demande deux choses. La première chose, c'est d'informer les secours sur le lieu exact de l'accident. La deuxième chose, c'est d'informer les secours sur l'état des blessés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que donner l'adresse d'un accident? C'est être le plus précis possible. Si l'accident a lieu en ville, alors là, c'est très simple, vous leur donnez l'adresse exacte. Il y a des plaques de rue qui donnent le nom de la rue et vous regardez les numéros qu'il y a sur les maisons ou les appartements. Alors, plus compliqué, si vous êtes sur route ou autoroute. Là, ce qu'il va falloir leur donner pour avoir une localisation la plus précise possible, c'est les indications qu'il y a sur la borne kilométrique. Vous vous souvenez, on a vu ça très souvent, notamment dans la formation. Il y a des bornes kilométriques sur les routes et les autoroutes. Il faut seulement que vous faut seulement que vous lisiez cette borne kilométrique. Également, il faut aussi donner le sens de la route dans lequel vous êtes. Ensuite, concernant l'état des blessés, on va vous demander des choses très simples. Déjà, le nombre de blessés. Ensuite, leur état de conscience, s'ils sont conscients ou inconscients. Leur état respiratoire, s'ils respirent ou non. Et également, s'ils ont des hémorragies externes. Ici, j'informe les secours A de l'identité des blessés. Non, ça c'est totalement impertinent comme information. Du nombre de blessés, très pertinent comme information, de leur état et également de l'adresse de l'accident. Les bonnes réponses ici sont les réponses B, C et D. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir
comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu foi à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant un an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Le manque de sommeil peut provoquer des accidents. Oui, réponse A, non, réponse B. Bien sûr, question facile, le manque de sommeil va diminuer votre vigilance et donc va être à l'origine d'ailleurs de nombreux accidents. Donc la bonne réponse ici sera la réponse A. Question numéro 40. Dans cette situation, je klaxonne pour avertir de ma présence.
Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, premièrement, il faut que tu saches qu'il est strictement interdit de klaxonner en agglomération, sauf danger imminent. Mais ce n'est pas le cas ici, il n'y a pas de danger imminent, on est sur une agglomération de nuit éclairée, donc ici, tout le monde me voit, je n'ai pas besoin d'avertir de ma présence. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.